Voilà, bonjour à tout le monde, bienvenue à ces directs. Ces directs durant lesquels je vais essayer de parler de choses très importantes qui concernent la situation en RDC. Je voudrais profiter de remercier mon frère et collègue Eric Moulalou, avec qui nous avons eu un entretien de près d'une heure, euh, durant laquelle, durant l'entretien, durant lequel nous avons discuté de la sociologie comme étant une réponse de choix à la situation actuelle de notre pays. Vraiment, c'était un débat haut niveau et je pense que je l'ai toujours dit, Eric Moulalou, moi, vous et moi, nous sommes dans ce qu'on appelle l'homogamie. Et voilà, donc c'est vraiment une relation de gens qui voient les choses au même niveau. Et voilà, donc je félicite cela. Je pense que ça devait être normé, normalisé et valorisé parmi les grands penseurs de la diaspora du Congo en général et de se mettre ensemble pour essayer de réfléchir dignement euh, sur l'avenir de notre pays. Et voilà, donc le plus important pour nous, ce n'est pas de devenir des présidents, de tout ce que les Congolais aiment courir derrière. Mais le plus important, c'est de fortifier nos idées, euh, c'est le rentabiliser euh, pour le peuple congolais. Et donc, vous savez que ça fait depuis ma jeunesse, je n'ai jamais caché mes origines politiques, que je suis issu d'une famille très politique. Mon père ayant servi le pays dans plusieurs capacités. Donc j'ai eu de l'âge de 4 ans, 3 ans à être impliqué, à écouter les discours politiques, à voir quand papa recevait ses amis politiciens et écouter. Et heureusement pour moi, il m'a de temps en temps présenté à ses amis ou parfois il me demandait de s'asseoir et d'écouter et parfois de me donner des livres dès l'âge de 5 ans à lire pour amplifier mes connaissances. Donc, ce n'est pas un secret. Donc, voilà. Donc, mais ce que j'avais remarqué dans notre famille, mes frères aînés et tout, et les autres, nous avons toujours rêvé d'un grand Congo. Et nous avons, quand vous écoutez les écrits, par exemple, de mon frère Désiré, de Popol, tout ça, vous allez voir qu'il pensait qu'un jour notre pays pourrait, bien entendu, accéder au développement économique et autres. Et de même pour mon père, il disait toujours ça ira mieux un jour. Donc il y avait cette espèce de foi, cette espèce d'espérance que dans les bonnes conditions, ces pays pourraient aller de l'avant. Et voilà maintenant, ces histoires remontent aux années très longtemps. Donc aujourd'hui, nous voyons que la situation de la RDC continue à demeurer dans le tunnel. Nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. Je pense qu'on est même au commencement du tunnel. Donc ça risque d'être un long chemin pour notre peuple de se débarrasser de ce scaphandre de la pauvreté. Parce que 73,4% de nos frères et sœurs vivent essentiellement comme de pauvres. Et, mais pas comme de pauvres moyens, mais qui vivent dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire avec une carence totale en eau potable,
en électricité, éducation pour les enfants, travail pour les parents, le travail rémunéré, le travail à rémunération récurrente. Et voilà, donc tout cela est privé de manière systématique à la plupart des Congolais. Donc, nous sommes pauvres et pour la majeure partie. Et d'ailleurs, ceux qui, autrefois, pendant la Deuxième République, qui avaient un peu de moyens, comme on disait, ont perdu ces statuts. C'est-à-dire que les Congolais, de manière systémique, se sont appauvris davantage. Et voilà. Et moi qui, bien que, comme je l'ai stipulé, émanant d'une famille politique, je ne pensais pas que la politique m'intéresserait autant. Je vivais ma vie et j'écoutais, je lisais les journaux tous les jours, je lisais les livres de grands politiciens tous les jours, mais je me disais pas que je vais finir par intégrer la politique. Mais malheureusement, après la chute du maréchal Mobutu, c'est devenu évident qu'on ne pouvait plus se marginaliser ou rester au banc de touche, alors que on voyait la transformation négative de la société, on voyait le déclin institutionnel, notamment l'éducation. On a vu, quand vous prenez surtout les enfants qui sont nés peut-être après les années 60, les années 80, tout ça, on pouvait voir de manière claire qu'il y avait des déficits intellectuels avérés, très graves, et prononcés et tout ça. Et ça, c'était le résultat du commencement du déclin du fonctionnalisme congolais. Donc l'école ne produisait plus de bons élèves, l'université, on pouvait donner de l'argent aux professeurs pour passer des classes, et ce que vous voyez aujourd'hui, les résultats quand vous allez dans le Parlement congolais, et vous voyez tous ces pseudo-intellectuels qui prennent la parole, mais qui n'arrivent même pas. Vous avez vu le cas du ministre Pister Kazadi et d'autres personnes. Il ne faut pas qu'on s'acharne sur les individus, mais c'est un problème qui est tellement généralisé dans notre société que notre système éducationnel est en faillite. Donc voilà des fléaux, des problèmes qui, au début, nous disions, voilà, donc l'État allait prendre des mesures nécessaires, adéquates, des mesures intelligentes pour petit à petit commencer à combattre cette espèce de déclin. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, et ça fait aujourd'hui presque 30 ans, les Congolais, en général, vivent pas bien. Les Congolais vivent très mal. Et l'État, qui est très central, très primordial, c'est dans ses devoirs et objectifs de travailler pour l'amélioration de la vie des citoyens, et fait pratiquement les contraires, c'est-à-dire la kleptocratie, voler des caisses de l'État, s'enrichir et tout ça. Alors donc, cette situation ne pouvait plus nous garder dans le silence. Donc, on a dû débarquer en politique, commencer à prendre position, à dénoncer, à soutenir ceux qui nous disaient qu'ils avaient la bonne volonté de changer les choses.
Mais malheureusement, au Congo, quand on est à l'opposition, on a un discours réfléchi, et quand on est au pouvoir, on devient des voleurs comme les voleurs qu'on incriminait autrefois. Et aujourd'hui, c'est quand même extrêmement grave parce que nous avons maintenant une société où tout le monde est voleur. Il y a des juges voleurs, des maçons voleurs. Vous donnez à un maçon de l'argent pour acheter des briques, il va essayer de voler. Vous donnez à un docteur l'argent pour soigner un malade, il va voler. Il y a même de docteurs qui vendent des médicaments venant de leur poche. Et tout ça, c'est une situation anarchique. Et nous, en sociologie, on aime vraiment le mot anomie, c'est-à-dire une perte de repère. Et voilà. Donc, le pays est par terre, tout le monde est voleur, des présidents, des ministres, des conseillers, des juges, des policiers, des ingénieurs, tout le monde pense que il faut utiliser tous les moyens possibles pour s'enrichir vite et illicitement. Et c'est un peu ça la situation plus ou moins sociologique dans laquelle le pays se retrouve aujourd'hui. Et c'est triste parce que moi je suis sociologue et je peux faire une étude rapide sur la pauvreté et comparer aux autres sciences, par exemple à la biologie, à la géographie, à la psychologie, pour vous démontrer que la pauvreté qui anime notre culture a des causes mais aussi elle a aussi des remèdes qui peuvent efficacement être appliqués pour que le Congolais puisse boire de l'eau potable, puisse manger à sa faim et puisse améliorer les conditions de vie commune, c'est-à-dire les routes publiques, tout ce qu'il y a de public, la justice, qui est aussi un objet sociologique, mais public, parce que c'est ça, la justice qui nous encadre, qui nous relie aux uns et aux autres, mais aussi qui fait partie de la théorie du conflit, c'est-à-dire comment nous résolvons les différends entre nous dans une société. Mais vous voyez clairement que la pauvreté, quand vous voyez sur le plan géographique, vous voyez que 60, donc comme on a dit, 73,4% de Congolais sont extrêmement pauvres. C'est-à-dire que quand on peut répandre ça sur le plan géographique, nous voyons qu'il n'y a même pas de zone. Oui, il y a peut-être des zones où surtout des zones minérales, où, comme le Lualaba, où tout le monde accourt parce qu'il y a des minéraux, et voilà, donc il y a un peu plus d'argent et tout, et qui fait que ces zones-là sont plus ou moins, je dirais comme ça, développées que les autres zones où pratiquement, quand vous allez en bas de Dakar, il n'y a pas de transport en commun, les gens prennent des motos, il y a peu de voitures. Quand vous allez au Bandundu, c'est l'agriculture, mais qui est encore au niveau mécanique et tout ça. Et quand vous venez à Kinshasa, c'est la gentrification où les riches et les pauvres cohabitent, les Kuluna et les patrons cohabitent, et ce qui fait que nous sommes dans une situation de désordre organisé. Voilà. Donc sur le plan géographique, on voit peut-être cela. Sur le plan biologique, nos enfants, prenons les cas de nos enfants qui vont à l'école chez des professeurs qui sont mal nourris, mal payés, et les enfants eux-mêmes, filles et garçons, sont mal nourris et mal payés.
ce qui fait que sur le plan biologique, leur développement intellectuel était interrompu ou bien n'arrive pas à son potentiel complet. D'où nous avons, vous savez, dans les années où le Congo marchait très bien, dans les compétitions intellectuelles internationales, vous vous rappelez, il y avait beaucoup de Congolais qui gagnaient, qui participaient, mais aujourd'hui, avec le rabaissement de niveau de l'éducation nationale, vous voyez très clairement, nous sommes devenus de moins en moins présents sur le niveau international. Donc, vous voyez, donc il y a un problème spécifique sur la biologie parce que notre développement biologique cérébral n'est pas complet. Et ça fait que, au final, nous ne produisons plus de gens qui sont biologiquement complets. Et c'est ça qui fait que vous allez voir le Congolais aller à l'église pour trouver des réponses à des questions mécaniques, des questions techniques. Il préfère aller prier, que quelque chose arrive. Et comme j'ai toujours mentionné lors des exemples, vous voyez une personne qui ramasse de l'argent. Au Canada, vous ramassez de l'argent, vous demandez aux gens, est-ce que quelqu'un a fait tomber son argent? Mais au Congo, vous ramassez de l'argent, c'est une bénédiction de Dieu. Et cet argent pourrait même être tarifé par la dîme dans certaines églises et tout ça, donc ce qui est absolument absurde. Donc vous voyez que le fait que nous vivons dans la pauvreté, notre développement biologique est réduit et donc incapable d'atteindre son potentiel complet. Et on peut aussi parler de la pauvreté sur le plan génétique, parce que nous sommes dans la biologie, même psychologique, parce que génétiquement, si on se réfère à la loi de Darwin, l'évolution, tout ça, et nous allons voir que au lieu de d'évoluer en espèces des êtres avec de meilleures capacités pour la prochaine génération, nous sommes en train de faire un recul. C'est-à-dire que c'est un peu une rupture évolutive. C'est-à-dire qu'au lieu de devenir des personnes plus intelligentes, nous devenons des personnes plus bêtes. Comment nous le savons? C'est sur le plan psychologique où nous sommes encore à l'état où un Congolais est fanatique d'un politicien qui vole. Mais parce que celui-là serait ou celle-là serait de sa tribu, serait son ami d'enfance, serait... Donc les attachements sont encore mécaniques. Ils sont pas des attachements qui sont basés sur la compétence, sur la distribution du travail, sur voilà. Donc ce sont des attachements qui sont symboliques, qui sont vraiment à l'état pur, rien que ethnique ou je sais pas amical et tous des attachements amicaux et tout ça. Donc c'est ce qui fait que l'homme d'avant congolais, au lieu de progresser comme nous voyons le même phénomène, le même trend comme on dit en anglais, donc le même mouvement avec les autres sociétés, chez nous, nous sommes en train de régresser intellectuellement et causés par les effets de la pauvreté. Et psychologiquement, nous sommes encore, bien entendu, bloqués, figés à croire à la relation mécanique au lieu que ce soit une relation systémique autour d'un système, autour d'un drapeau, autour d'un pays,
autour d'un État, autour d'un gouvernement, autour d'un peuple, mais nous fonctionnons encore par de groupes d'oasis, parfois tribaux, parfois ethniques, parfois amicaux, parfois juste comme ça, parfois religieux aussi. Hein. Et tout ça, ce sont bien sûr les effets de la pauvreté, et la pauvreté qui remonte de notre anomie qui est notre perte de repères en termes de valeurs, en termes de normes, en termes de vision, en termes d'objectifs, en termes de où nous voulons aller. Voilà tout à fait là où nous sommes. Et donc, ce sont des objets sociologiques très clairs que nous analysons. Ce sont des phénomènes très clairs que nous voyons et nous voyons les conséquences. Et j'en parle souvent quand vous allez dans le YouTube congolais et vous allez voir que tout le monde parle de la même chose, soit politique, soit des femmes, soit de sexe, soit des habits qu'ils ont achetés, soit des voitures. Mais jamais mais quand vous allez ailleurs, vous allez chez des youtubeurs canadiens ou indiens, vous allez voir que les productions, leur production, j'allais dire, est un peu diversifiée. C'est-à-dire, ils peuvent parler de sexe, ils peuvent parler de voitures, mais ils parlent aussi de construction, ils parlent de la cuisine, donc ils sont répartis dans tous les domaines importants, surtout qui composent une société. Alors que nous sommes avec de choix de conversation qui sont assez minimes, assez réduits, au point que notre cerveau fonctionne, si vous voulez, à 3%, parce que nous parlons que de sexe, nous parlons que de la réussite, de voitures, de maisons, et nous parlons musique, et nous parlons religion, voilà. Donc nous sommes donc réduits à ça, intellectuellement. Par rapport vous allez chez les Américains, ils ont le Elon Musk, les investisseurs technologiques, tout ça, et ce sont des choses qui n'existent pas chez nous. Alors, aujourd'hui, nous avons une situation qui est claire, le pays est divisé en deux. D'une part, nous avons Corneille Nangaa et ses gens, et nous avons du côté de Kinshasa, Félix Tshisekedi et ses gens, toujours en train de jouir de la kleptocratie, le détournement, vous en entendez, même des ministres de la justice qui volent. Vous savez comment c'est extrêmement aberrant, grave, révoltant d'avoir un ministre de la justice, celui-là qui est censé être, si vous voulez, le garde-sceau, mais aussi quelqu'un qui représente au niveau du gouvernement, qui représente cette espèce de moralité politique. Mais on voit ces derniers être accusés de détournement. Alors c'est là où nous sommes, chers amis. Voilà. Ma question maintenant, je vous la pose et je me la pose également. Est-ce que nous allons continuer à rester des fanatiques? Je vois même des musiciens qui, il y a plusieurs années, ils n'avaient plus le droit de jouer, de concert, ni de parler. Mais depuis la reprise de concert, vous voyez même les chants chanter les présidents est revenu, chanter les gens qui volent. Ces phénomènes ont fait leur retour grandiose dans notre société. Donc en fait, on a l'impression que nous sommes en train de refaire et de nous ramener là où on savait, parce que nous y avons été, nous savons que là où nous étions,
c'était pas bon. Mais on est en train de faire un demi-tour honteux vers les mêmes pratiques, confirmant l'adage qui dit chasser les naturels, il retourne au galop. On retourne en arrière, on redétruit notre conscience collective. On est en train de ramener les mêmes choses que nous avons, nos vomis, les vomissements, tout ce que nous avons rejeté il y a simplement quelques années, et aujourd'hui, nous sommes en train de faire revenir ces choses. Donc c'est comme si il y a une fragmentation de notre personnalité, premièrement, et une fragmentation historique. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à rattacher le bout de notre histoire pour savoir que voilà, dans notre historiographie, nous sommes passés par ces chemins et ces chemins n'étaient pas bons, donc on ne peut plus revenir. Mais c'est comme si nous souffrons collectivement de l'amnésie collective, si je peux me rappeler comme ça, du fait que sciemment, nous sommes prêts à refaire le même bêtise qui ont conduit à cette même pauvreté que je suis en train de déplorer. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, le même comportement. C'est comme ça que nous, les scientifiques, nous établissons des théories, des thèses, des antithèses. C'est à partir de la répétition. Lorsque les mêmes choses se répètent, c'est à partir de cela que nous développions une thèse, une théorie. Et l'ensemble de ces théories, ou une de ces théories, nous pouvons créer ce qu'on appelle des principes. Donc c'est comme la théorie, c'est l'atome de la molécule qui sont les principes. Donc c'est très important, chers amis, de comprendre là où nous sommes. Nous ne pouvons pas continuer à faire la politique alors que nous avons sur place en RDC des gens qui cherchent des hégémonies tribales, des gens qui cherchent des pantalons, des chemises avec l'argent de l'État, des gens qui... On a suivi Jean-Pierre Mbemba, des gens qui prennent la parole juste pour insulter les autres, diminuer d'évaluation des autres, alors que notre débat national aurait été autour, centralisé sur le développement et notre combat incessable contre la pauvreté. Mais nous ne faisons pas ça. Il y a encore des fanatiques, il y a des gens qui pensent que moi je suis fanatique, moi je suis de Franck Diongo, moi je suis de Aubin Minakou, moi je suis de Joseph Kabila, moi je suis... Mais vous êtes de Corneille Nangaa, vous êtes de Félix Tshisekedi parce que je suis Moulouba. Donc, mais en regardant ce que je vais vous déferler brièvement sur la pauvreté, comment elle impacte notre géographie, notre biologie, notre psychologie, nos analyses, notre sociologie, notre politique et tout ça. Si nous continuons à nous comporter comme nous nous comportons maintenant, les choses ne vont pas changer. Nous serons dans une espèce de statu quo, de stagnation. Et les phénomènes, l'anomie qui est supposée être normale pour nous les sociologues, oui, certainement il y a un côté archi négatif avec l'anomie.
Mais parfois, c'est un processus obligatoire lorsque vous changez d'un état à un autre. Vous devez passer par l'anomie parce que quand vous changez, c'est pourquoi pour éviter les catastrophes de l'anomie, il faut que la transition s'efface de manière ordonnée. Et ça qui n'a pas été le cas, la chute de Mobutu a été catastrophique, l'avènement de Laurent Désiré Kabila, il a été tué de manière spectaculaire en 2001, son fils Joseph Kabila a pris le pouvoir et en 2006, il y a eu promulgation d'une nouvelle constitution. Donc, vous voyez que nous sommes passés par plusieurs étapes, plusieurs systèmes, plusieurs dirigeants, plusieurs façons de faire les choses, au point que, plus ou moins, les populations n'ont plus de repères clairs, n'ont pas une direction collective claire sur où sont nous et où vont les choses, ou comment les choses doivent être. Donc, c'est un peu ça, la gravité. Mais l'anomie en soi n'est pas fatale. Ça devient fatal lorsque sa gestion, sa gouvernance n'est pas à la hauteur. Nous pouvons gérer cette perte de repères. Nous pouvons réinstitutionnaliser les choses. Nous pouvons nous pouvons plutôt remettre leurs normes et les valeurs. Bien sûr, les choses ont évolué, la science a évolué, le monde a évolué. Nous devons faire des ajustements sur certaines valeurs, certaines normes pour les avoir au niveau du développement actuel du monde entier. Ce sont des travaux intrinsèques, internes. Là, nous sommes dans l'endogénie, parce que moi, je suis un endogéniste. Je suis quelqu'un qui défend que tout, en anglais, il y a un proverbe chinois qui dit « All answers come from within ». Toutes les réponses viennent de l'intérieur. En tant qu'un endogéniste, quelqu'un qui croit fermement que le Congolais lui-même, d'abord. Oui, je sais qu'il y a l'exogénie, que les influences extérieures, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, l'Inde, la Russie, les relations internationales, l'économie internationale sont de facteurs importants à ne pas négliger. Mais sur le plan endogène, dans l'endogénie, nous pouvons aussi travailler pour la restructuration de notre société. Et je pense que l'endogénie précède l'exogénie. On doit d'abord se replier sur nous, sur nos erreurs, sur ce que nous faisons mal et commencer à travailler dessus. Et d'abord, ça va nous donner cette force. Lorsque les influences extérieures, exogènes, lorsque l'exogénie fera son apparition, on sera, je vais prendre l'exemple du Japon, qui avait fermé ses frontières lorsqu'il y a eu, après la période des conquêtes, la période après l'industrialisation, les Américains, les Européens cherchaient des endroits où aller chercher des matières premières et tout ça. Et les Japon ayant senti qu'il était en incapacité de faire la guerre avec les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négocié des ententes. C'est très important. Ils ont négocié des ententes. C'est ça. Donc, ils ont négocié, c'est-à-dire, d'abord, ils ont fermé les frontières. Ça, c'était une protection endogène. C'était une décision de l'endogénie. Et pour se protéger contre l'exogénie, qui était la venue des Américains. Donc, vous voyez, de manière claire et nette que si nous fixons, si nous arrangeons, si nous rétablissons les normes, les valeurs qui feront que notre endogénie soit en fer, dur, pour nous protéger,
contrer les attaques exogènes. C'est ça. C'est une piste que je donne. Voilà. Merci beaucoup, Olivier Bolia, sociologue.